Nous avons le plaisir d'avoir pour cet entretien enregistré Jean Quatremer, journaliste au journal Libération, très fin connaisseur de l'Union européenne, au travers de à la fois articles, ouvrages, à travers d'un blog, à travers des livres, dernier livre étant sur au fond l'euro et sur comment on achève en quelque sorte l'euro. Vous allez intervenir dans une table ronde, sommes-nous aux ordres de l'Europe dans quelques instants. Au fond, que pensez-vous de l'idée du président Macron sur la renaissance de l'Europe? La France peut-elle redonner un nouveau souffle à l'Union européenne? La France seule, non. Je veux dire, faire l'Europe tout seul le matin en se rasant dans sa salle de bain, ça c'est facile, on est tous capables de le faire. Le problème c'est que l'Europe, voilà, il y a 27 pays, et notamment 2 pays qui comptent un peu plus que les autres, parce qu'ils représentent un point d'équilibre au sein de cette Europe, c'est la France et l'Allemagne. Or là, la France et l'Allemagne, comme ça s'est produit au moment du traité de Maastricht en 1992, sont à front renversés. Au moment du traité de Maastricht, les Allemands étaient demandeurs d'une fédération européenne. À l'époque, c'était la République de Bonn, donc une république qui était beaucoup plus proche de l'Ouest européen, et Helmut Kohl expliquait à François Mitterrand que l'euro, qui était une bonne idée en soi, ça ne s'appelait pas l'euro à l'époque, mais enfin la monnaie unique, ne pouvait pas survivre sans un État. Donc un État fédéral. Et c'est pour ça qu'il avait proposé de faire une union politique. Et les Français, à l'époque, ont refusé l'union politique parce que nous sommes encore profondément marqués par le souverainisme, je dirais, du général de Gaulle. Il n'y a qu'à 2 pays en Europe qui sont mal à l'aise avec le souverainisme communautaire, c'est la Grande-Bretagne et la France. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les Allemands, la République de Berlin désormais, donc qui s'est déplacée à l'Est, les Allemands regardent ailleurs, l'Europe les intéresse uniquement à partir du moment où ça coïncide avec l'intérêt allemand, et ils ont découvert les délices de l'intergouvernementalisme, c'est-à-dire du contrôle par les États de la construction communautaire. C'est notre faute, c'est nous qui les avons convaincus, et notamment Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, qu'au fond, l'organe suprême de l'Union européenne, ça doit être le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, et les Allemands ont découvert, alors qu'ils étaient très réticents, ont découvert avec délice qu'au sein de ce Conseil, ils étaient en réalité la voix prépondérante. Donc c'était eux qui, grâce à cet intergouvernementalisme, dictaient, je dirais, le rythme de la marche européenne. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus d'Europe fédérale. Et le président Macron, qui s'est fait élire en mai 2017 sur un programme plutôt fédéraliste, c'est-à-dire avec un contrôle démocratique des institutions communautaires, alors bien sûr, il ne voulait pas bâtir les États-Unis d'Europe, mais dans un premier temps déjà, au niveau de la zone euro, en tous les cas, d'avoir un ministre des Finances de la zone euro, un budget de la zone euro, un parlement de la zone euro, etc., a fait des propositions fédéralistes que les Allemands ont toutes rejetées. Parce que les Allemands ne veulent plus aujourd'hui bouger. Donc, la France peut faire ce qu'elle veut, mais sans l'Allemagne, on n'avancera pas, comme les Allemands, il y a 30 ans, sans la France, n'ont pas pu avancer. Nous sommes aujourd'hui paralysés. Et donc vous pensez que le saut fédéral n'est pas envisageable dans les prochaines décennies? Le saut fédéral n'est pas envisageable tant que l'Allemagne ne redécouvrira pas qu'elle a besoin de ses partenaires européens. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est vraiment, on peut parler d'hubris allemand, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe, qu'ils peuvent très bien s'en sortir seuls dans le monde tel qu'il est, que l'Europe leur apporte des avantages, c'est pas ce qu'ils disent, l'Allemagne reste européenne, mais elle n'admet plus l'Europe que si l'Europe est allemande. On va dire les choses très brutalement comme ça. C'est moi qui le dis, c'est Ulrich Beck par exemple, un grand philosophe allemand, sociologue et philosophe allemand qui est mort il y a peu de temps et qui a dénoncé l'Europe allemande. Joschka Fischer a dénoncé l'Europe allemande. Mais les Allemands aujourd'hui vivent confortablement dans cette Europe-là. Alors, le seul moyen qu'on sorte justement de cette hubris allemande, c'est qu'ils connaissent un choc asymétrique, comme on dit en économie, c'est-à-dire un choc qui les touche seuls. Et ce choc, il a commencé. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, la croissance allemande est de moitié inférieure à la croissance française, ce qui ne s'est pas produit depuis 10 ans quand même, il faut le rappeler. Donc là, ils connaissent un premier choc. Ils ont, avec les affaires, on l'a vu, des affaires automobiles, Volkswagen, etc., loupé le tournant de la voiture autonome et de la voiture électrique, qui seront manifestement japonaises, coréennes, américaines, chinoises, mais pas allemandes. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les Allemands aujourd'hui maintenant sont intéressés à ce joint venture qui a été proposé par les Français d'une espèce de sécale de la batterie électrique. Et donc
Là, ils sont de nouveau intéressés à cela, alors qu'ils avaient refusé en 2008 la proposition de Nicolas Sarkozy parce qu'ils pensaient que ces histoires de voitures électriques, c'était pas sérieux. Donc là, ils commencent à connaître ce choc-là. Ils ont un choc démographique qu'ils subissent de plein fouet. Pour rien qu'ils ont ouvert leurs frontières en 2015 à 1 million de réfugiés syriens. Voilà. Donc, c'est une série d'indicateurs qui sont en train de tourner, l'expression dans l'orange clignotant, et ça va se tourner au rouge, et à ce moment-là, ils vont s'apercevoir qu'ils ont besoin de l'Europe. Et ça pourrait les ramener vers nous. Mais tant que l'Allemagne ne connaîtra pas ce choc, elle ne bougera pas, et je ne vois pas le moyen qu'on a de la faire bouger. Parce que ce n'est pas là tous les Allemands, c'est pas tous les Je parle de la CDU-CSU, mais aussi du SPD qui colle derrière maintenant, qui colle à la CDU, c'est une catastrophe. Alors peut-être que demain, si on a par exemple une majorité verte, écologiste, ce qui n'est pas impossible, avec les sociodémocrates, on pourrait avoir une autre Allemagne. Mais la majorité actuelle, elle ne veut plus bouger. Alors, de manière résumée, bien sûr, en quoi faut-il achever l'euro? Achever l'euro, ça veut dire, c'est un jeu de mots évidemment, vous l'avez compris, entre achever, comme on achète bien les chevaux, comme les salauds d'Europe. Voilà, les salauds de l'Europe, voilà, exactement. Donc c'est en terminer avec l'euro ou parachever évidemment l'euro. Bon, mon souhait personnel, c'est qu'on parachève l'euro, c'est-à-dire qu'on construise en face de cette monnaie un État fédéral. Alors État fédéral, quand je dis ça en France, les gens voient un super État, etc. Non, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire qu'il faut enfin séparer le niveau économique et budgétaire des États fédérés du niveau fédéral, c'est-à-dire celui de la zone euro. Ça veut dire qu'on doit avoir, comme aux États-Unis d'Amérique, ou comme en Allemagne, vous devez avoir un budget des États fédérés que les États fédérés gèrent comme ils l'entendent, et s'ils peuvent faire comme l'Ontario pendant plusieurs années, moins 15% de déficit, c'est leur problème. S'ils doivent faire faillite, comme la Californie a frôlé la faillite à plusieurs reprises, au Rhode Island, etc., c'est leur problème, c'est pas le problème des Européens. Et au-dessus, vous avez en revanche un gouvernement responsable devant un Parlement de la zone euro. Ce Parlement vote un budget qui représente 4, 5, 10% du PIB de la zone euro et décide donc souverainement des dépenses et des recettes, et un trésor européen qui peut emprunter sur les marchés pour financer des dépenses d'avenir. Et c'est ce budget-là qui doit être géré fédéralement, parce que ça permettra justement à ce budget de jouer le rôle que joue le budget américain par exemple, c'est-à-dire d'offrir un filet de sécurité, un édredon si vous voulez, aux différents États fédérés en cas de crise. Exemple, par exemple, si d'un seul coup vous avez un État comme la France qui connaît un choc asymétrique, le chômage explose, une grande partie des ressources budgétaires sont dévorées évidemment par cette augmentation du chômage, ce qui diminue les marges budgétaires, et là ça serait au contraire le budget de la zone euro qui viendrait subventionner justement cette augmentation du chômage, ce qui permettrait à l'État fédéré, donc la France, de pouvoir financer une relance, de réformer son économie, etc., pour affronter la crise qu'elle traverse. Donc c'est ça, c'est rien d'autre. Mais il faudrait même... Fédéraliser, quoi. Mais il faudrait fédéraliser, mais ça prendrait 5 minutes. Tout le monde sait aujourd'hui, de courage politique, tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. On a fait tous les comités des sages, tout le monde a réfléchi sur ce qu'il faut faire. Le diagnostic, il est général, il est partagé, il n'y a personne qui défend cette construction telle qu'elle existe. Cette construction telle qu'elle existe, si elle continue comme ça, elle sera rejetée par les peuples. La monnaie unique, elle peut durer comme ça techniquement. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez accepter que les budgets nationaux soient contraints de cette façon-là par le niveau européen? C'est-à-dire, quand on entend le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dire aux Italiens que la nouvelle majorité doit tenir les engagements budgétaires pris par la précédente majorité, c'est une façon de dire qu'on a abrogé à l'intérieur de la zone euro, les élections nationales. Parce que l'élection, elle sert à quoi? À contrôler les budgets et donc à décider des dépenses et des recettes. Sur quoi sont faites toutes les révolutions? Sur ça, sur le contrôle des dépenses et des recettes. C'est sur rien d'autre, c'est la démocratie. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, une toute courte réponse. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'avenir de l'Union? Moi, je vais citer Gramsci, le pessimisme de la pensée et l'optimisme de l'action. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Une fois qu'on a posé les bons diagnostics, on peut agir. Donc mon diagnostic paraît négatif, mais je pense qu'à partir de ce diagnostic-là, on peut agir et faire pression sur les États pour qu'enfin ils achèvent l'euro et ils achèvent l'Europe, tout simplement. Merci, Monsieur Quatremer, pour cet entretien. Merci.